Pour ma part, je vais vous parler un petit peu plus de l'allaitement maternel, puisque c'est malgré tout mon travail au sein du dispositif spécifique. En tant que consultante, j'ai un côté déontologique qui me dit que je déclare qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt pour moi. Là, ce qui va être important peut-être, c'est de vous parler un petit peu de ce plan, de quoi on va parler pendant cette intervention. Il me paraît quand même important de vous parler d'une évidence qui fait quand même aucune contestation, que ce lait maternel est quand même l'aliment de base de cet enfant, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est une évidence. Je vous citerai donc quelques spécificités de ce lait. Je pense que là, du coup, ça aura aussi toute son importance avec ce qu'on a entendu aujourd'hui. On parlera un peu des xénobiotiques, mais je pense qu'il y a eu largement beaucoup de choses là-dessus. Je parlerai un petit peu plus spécifiquement de ceux qu'on retrouve dans les études autour du lait maternel. Et puis quelques études que j'ai été chercher. Donc je vous avoue, je ne suis pas la spécialiste quand même des polluants en soi. J'ai trouvé quand même, effectivement, on est d'accord, il y a des milliers d'études qui existent. Et je me suis plutôt concentrée sur les dernières études de 2023 et 2024. Et puis nous terminerons par quelque chose un petit peu plus pratique, en tous les cas de ce que vous venez aussi chercher, c'est comment on peut aussi réduire l'exposition aux polluants. Donc actuellement, on sait qu'un enfant, il a deux modes d'alimentation qui sont quand même assez intéressantes. Donc le lait maternel, il peut directement être donné au sein, mais il peut être aussi donné dans un biberon. Et malgré tout, on a de plus en plus de tire-allaitement, comme on appelle ça. On a une autre façon aussi de faire, c'est de donner des préparations pour nourrissons quand cette femme fait le choix de ne pas allaiter ou quand, hélas, elle ne peut pas le faire. Donc mon propos, vous l'aurez compris, c'est plutôt de vous parler quand même de ce lait maternel, qui reste cet aliment normal de tous les petits mammifères à partir de leur naissance, jusqu'au moment où il sera capable de se nourrir exclusivement avec d'autres produits. Outre son aspect nutritionnel, l'allaitement a également un effet protecteur, on l'a vu malgré tout, contre les infections en général. C'est la raison pour laquelle l'OMS recommande un allaitement exclusif pendant au moins 6 mois et de poursuivre jusqu'à 2 ans, avec diversification bien sûr, en attendant de pouvoir introduire d'autres aliments, afin de pouvoir optimiser la nutrition et la santé infantile à l'échelle mondiale. En France, on parle, comme on a eu droit tout à l'heure un petit peu autour de l'alimentation, on va commencer à diversifier l'enfant à 4 mois révolus. Mais sachez que les études nous démontrent largement que même si cet enfant est allaité jusqu'à 6 mois, il n'y aura pas en tous les cas, pas de carence pour cet enfant. Par contre, ce qui va être important, c'est que l'introduction des aliments, on est bien d'accord et on est tous unanimes au niveau international de dire qu'il faut qu'ils soient introduits rapidement pour justement éviter les allergies. Voilà, là c'est plutôt pour parler un petit peu des bénéfices. Alors, le professeur Strom en a parlé un peu ce matin, donc je vais être assez rapide, c'est pour vous dire qu'ils sont multiples, on est bien d'accord. C'est en termes de prévention des pathologies infectieuses, pathologies métaboliques, certains cancers, enfin toutes ces choses qu'on entend quand même parler depuis ce matin. Et puis aussi au niveau du développement neurocognitif pour en tous les cas ce bébé qui va devenir futur enfant, voire futur adulte, puisqu'on sait que beaucoup de bénéfices ont été largement démontrés, même à l'âge adulte. On ne néglige pas également les bénéfices que ce lait maternel peut apporter à cette maman qui allaite. Et ça aussi, c'est plutôt assez intéressant. Moi, je suis assez bluffée en tant que consultante de voir parfois des mamans qui me disent « mais moi, je veux allaiter parce que c'est bénéfique pour moi ». Alors après, c'est un choix comme un autre, on est d'accord. Mais c'est se dire aussi que pour cette femme, c'est des bénéfices autour du postpartum, sur la prévention du cancer du sein et de l'ovaire et des maladies cardiovasculaires. Peut-être un mot sur les spécificités un petit peu plus du lait maternel. Donc, il en existe, il y a beaucoup de composants dans le lait maternel. On en découvre des nouvelles, je ne vais pas dire quasiment tous les jours, mais pas loin. 2 articles qui sont sortis, ont été publiés en 2023, ont fait un petit peu, justement, un comparatif de ce côté nutritionnel du lait maternel. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de reprendre quelques éléments de ces études pour pouvoir mieux vous en parler. Donc, effectivement, nous avons les cellules immunitaires. Donc, vous voyez, elles sont
Elles vont être présentes dans le lait frais, ça c'est plutôt intéressant, et beaucoup plus élevées dans le colostrum, puisque c'est le premier lait que l'enfant va recevoir et qui va du coup l'aider aussi dans son immunité. Ce sont essentiellement ces cellules dendritiques, monocytes, macrophages, neutrophiles, c'est lymphocytes B et T. Un impact positif sur le microbiote intestinal infantile. On en a beaucoup parlé, ce microbiote est de plus en plus mis en valeur. Ces cellules immunitaires participent au développement du système immunitaire infantile et favorisent la tolérance des espèces microbiennes. Ces cellules immunitaires ne sont pas présentes dans les laits industriels liés au processus de fabrication. Les enzymes et protéines bioactifs, donc quelques exemples, la lipase, l'amylase, mais aussi les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance, la lactoferrine, etc. Ces enzymes bioactifs facilitent la digestion et l'absorption de certains composants du lait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être très positif pour cet enfant. Ils participent à la régulation de l'inflammation. Ils ont également des actions antimicrobiennes. Les laits industriels en contiennent, mais avec un taux beaucoup plus faible que celui du lait humain, en sachant que la lactoferrine bovine a une capacité plus basse de fixer le fer. Donc ça, c'est des choses qui ont été ramenées dans ces études. Les immunoglobulines, donc essentiellement des IgA, la plupart. On va quand même retrouver les autres, les IgG, les IgM, les IgE, puis les IgD. Le taux il est plus élevé dans le colostrum. Ils auront donc un rôle important pendant les premiers jours de la protection de ce nouveau-né, on est d'accord, vis-à-vis des infections. Elles peuvent se fixer sur de nombreux antigènes, bactériens, viraux, etc. L'absence d'immunoglobulines fonctionnelles dans les laits industriels participe certainement au taux plus élevé d'infections variées chez les enfants qui en reçoivent. Un mot sur le microbiote lacté. Donc ce lait humain frais qui contient une flore diversifiée qui va participer à la constitution de ce microbiote infantile. On a constaté que le profil de la flore du lait maternel exprimé et donné au biberon était différente de celle qui est directement consommée au sein. Et là aussi, on va se rendre compte que ce sein, il est sain. Oui, effectivement, il l'est encore plus. En tous les cas, dès l'instant où ce bébé va venir boire le lait directement au sein. Les fabrications des laits industriels détruisent 99% des germes non sporulents. On a quand même possibilité d'ajouter des probiotiques commerciaux, essentiellement des bifidobactéries, on est d'accord, et le lactobacille. Les oligosaccharides, très riches dans le lait maternel, tant dans le taux que dans la diversité. Il y en a plus de 200, donc oui, quelque chose de plutôt intéressant. Très élevé dans le colostrum également, dans le premier lait. Donc ces oligosaccharides sont un substrat majeur pour la croissance de certaines souches bactériennes. Ils agissent comme des récepteurs solubles qui fixent de nombreux pathogènes, ce qui les empêche de contaminer les cellules cibles. Ils agissent aussi sur le tissu lymphoïde muqueux pour inhiber les phénomènes inflammatoires. Il existe des oligosaccharides d'origine bovine ou de synthèse qui peuvent être ajoutés dans les laits industriels. Actuellement, on a besoin d'avoir un peu plus d'études pour pouvoir évaluer les effets cliniques. Dans tous les cas, ils sont loin d'être aussi nombreux et en tous les cas diversifiés que ceux présents qu'on peut avoir dans le lait maternel. D'autres points encore. Les lipides, les graisses, qui sont majoritairement quand même des triglycérides, ceux qui sont quand même très intéressants dans ce lait maternel. Donc ces acides gras sont constitués à 82% de chaînes longues, 12% en chaîne moyenne et 1% en chaîne courte. Et on a également aussi la présence d'acides gras polyinsaturés à chaîne longue essentielle. Les lipides constituent la principale source de calories chez l'enfant allaité. Certains acides gras ont des fonctions biologiques majeures, en particulier sur les systèmes neurologiques et immunitaires. Ils ont des capacités antimicrobiennes et participent à réguler le microbiote intestinal. Là, de nouveau, il y a un rôle sur ce microbiote. Le profil des anticorps évolue pendant la lactation, mais également en fonction du lieu de résidence de la mère, de son alimentation et de son indice de masse corporelle.
on se rend bien compte que tout est lié malgré tout. Les acides gras sont ajoutés dans les laits industriels, toutefois la structure des triglycérides à base d'acides gras végétaux est différente de celle des triglycérides du lait maternel. Un point sur les postbiotiques, qui sont des bactéries non viables, intactes ou plus ou moins détruites, et divers métaboliques bactériens présentant des bénéfices pour l'hôte. Donc, certaines de leurs fonctions vont être similaires à ceux des probiotiques. C'est vraiment des choses qui sont assez nouvelles par rapport à tout ça. Les postbiotiques peuvent donc inhiber la production des cytokines pro-inflammatoires chez les rongeurs. D'autres études sont nécessaires pour évaluer l'impact chez l'enfant allaité. Mais ces postbiotiques pourraient être une option plus sûre que les prébiotiques pour enrichir le lait, justement, pour les nourrissons vulnérables. Même si le lait de vache contient un peu de postbiotiques, le processus de fabrication de ces laits industriels aura certainement un impact sur le taux, le profil, et leur fonction reste à être évaluée. Les micro-ARN, on en a aussi pas mal parlé, en tous les cas, les différents intervenants ont parlé de ce côté épigénétique qui a aussi toute son importance. Il faut savoir que le lait maternel en contient de plus de 1400, donc c'est aussi, en tous les cas, le deuxième liquide humain qui, en tout cas, contient le plus de micro-ARN. Ça va quand même dépendre de l'alimentation de la mère, de facteurs génétiques, on l'a vu, et de cette flore intestinale. Ils sont associés d'une part à la nutrition en début de vie et d'autre part à la survenue de pathologies telles que l'asthme, l'allergie, l'obésité ou le diabète. Ils modulent bien sûr l'expression des gènes sur plus de 400 sites d'ADN et leur impact sur le développement et le fonctionnement immunitaire peut perdurer toute la vie. Ces micro-ARN sont présents dans les laits industriels à base de lait de vache, mais avec un taux quand même beaucoup plus faible. Un point sur les xénobiotiques, alors je vais aller très rapidement, parce qu'on est bien d'accord que, voilà, M. Spirou nous en a bien mieux parlé. Voilà, c'était simplement de vous rappeler que cette substance, étrangère à l'organisme, était capable donc d'interagir avec cette cellule vivante. Les différentes catégories de xénobiotiques qu'on va trouver, en tous les cas dans ce lait maternel, vont être bien sûr l'alcool, les médicaments, les drogues, le tabac, tout ce qui est autour de ça, les additifs bien sûr alimentaires, les cosmétiques, et puis un très grand nombre de produits contenus dans l'atmosphère et l'alimentation qu'on a pu citer en tous les cas dans les autres interventions. Je voulais quand même vous amener un mot un peu plus sur comment ces xénobiotiques peuvent être transférés dans ce lait maternel. Alors, il faut savoir déjà que d'emblée, c'est en tous les cas, la pénétration dans l'organisme, elle va se faire de façon par ingestion, par inhalation, par absorption cutanée ou même par injection ou autre. Le transfert va dépendre surtout de la concentration plasmatique maternelle, de savoir s'ils sont lipophiles ou pas, on est d'accord, du temps de demi-vie, du taux de liaison protéique, ionisation et son poids moléculaire, puisqu'il faut savoir que la plupart de ces produits ont quand même un poids inférieur à 700 Dalton, ce qui fait que du coup ça passe beaucoup plus dans le lait maternel par rapport à des plus grosses molécules. Selon la dose, un grand nombre de xénobiotiques ont peu d'effets mesurables sur la santé humaine, alors que d'autres sont beaucoup plus toxiques, on le sait, mutagènes, cancérigènes ou encore de puissants perturbateurs endocriniens. Voilà. Ça, c'est une étude, du coup, je vais vous emmener tout doucement un petit peu 2-3 études que j'ai pu un petit peu lire un petit peu pour vous amener des choses autour de l'allaitement maternel et des polluants. Donc celle-ci, elle est 2023, c'est sur la comparaison entre les polluants présents dans le lait maternel et les préparations pour nourrissons. Donc cette étude nous parle des polluants retrouvés dans ces deux laits et qui sont effectivement générés par la combustion, les pesticides, les toxines, les résidus du matériel d'emballage, les métaux et les métalloïdes. Ce bébé allaité peut également être exposé aux polluants présents, bien sûr, dans l'environnement de la mère, ça on l'a vu, c'est une évidence, de son alimentation et des traitements médicaux que cette mère va avoir. N'oublions pas également que les méthodes de fabrication de ces laits industriels, comme dans leur emballage, leur transport et le stockage, va aussi participer à la pollution des laits infantiles. Les contaminants les plus préoccupants retrouvés dans le lait maternel sont les métaux et les pesticides,
et ceux trouvés dans les préparations pour nourrissons sont les métaux et les mucotoxines. Un point important dans la conclusion de cette étude qui place le lait maternel comme un outil puissant pour prédire l'exposition des nourrissons aux polluants. Un petit mot sur les polluants organiques persistants, donc sans rentrer pareil dans les détails puisqu'on en a quand même pas mal reparlé. C'était quand même pour resituer que ces polluants, effectivement, selon la Convention de Stockholm, on l'a vu, ils peuvent contribuer à des cancers, aux allergies, à l'hypersensibilité, aux dommages au système nerveux central et périphérique, aux troubles de la reproduction et à la perturbation du système immunitaire. Ils appartiennent à différentes familles, mais ils ont tous la même caractéristique, on en a parlé effectivement, c'est d'avoir quand même effectivement des demi-vies qui sont très longues, qui sont quand même dures à dégrader, qui sont malheureusement bioaccumulables. Et ça, ce qui veut dire qu'ils sont de plus en plus concentrés. Ça veut dire aussi qu'une femme qui a 20 ans et une femme qui a 35 ans n'aura pas les mêmes polluants cumulés dans son corps au moment de ses allaitements. On peut citer dans cette catégorie tout ce qu'on a vu, là je ne vous les recite pas. Je pense que M. Spirou a été bien meilleur dans la description de ce qu'on pouvait trouver. Voilà, je vais m'en arrêter là pour celle-ci. Je voulais simplement vous remettre un petit mot sur les PFAS, parce que c'est quand même des études, il y a beaucoup d'études qui ont été menées autour du lait maternel et la présence de ces PFAS. Il y en a quand même plus de 4700, donc ça c'est plutôt très important. On l'a vu, ils polluent le sol, l'eau, l'air, ils s'accumulent. Et puis ça, tant pour les plantes, les animaux et même les humains. Les risques liés, donc, en tous les cas de ces polluants, c'est quand même les cancers, on l'a vu, réduction de l'immunité de l'organisme à combattre les infections, interférence avec les hormones naturelles de l'organisme, augmentation du taux de cholestérol, augmentation du risque d'obésité et le lien effectivement avec les maladies cardiovasculaires. Si je vous ai recité un petit peu ces risques, c'était aussi pour vous dire que ce sont tous des bénéfices qu'on retrouve justement quand ces enfants sont allaités avec du lait maternel. Donc on se rend bien compte que ce lait maternel va aussi contrebalancer les effets néfastes de ces polluants présents. Voilà. Donc même si vous voyez à la fin de cet article, on dit bien qu'il y a quand même peu de transferts, en tous les cas le tout pas très important. On va aussi retrouver d'autres choses comme les PCB, les PDE, les pesticides à un rythme quand même plus élevé qui vont être présents aussi dans ce lait maternel. D'ailleurs, par rapport à tout ça, il y a une étude de 2021 qui met en avant la possibilité de pouvoir confirmer la présence de PFAS dans le lait maternel, c'est une chose, mais ce qui est difficile, ce qui a été relevé dans ces études, c'est de pouvoir estimer la quantité justement de ce polluant que le bébé peut absorber. La biodisponibilité, on est bien d'accord que c'est souvent aussi un cumul parfois de plusieurs facteurs de risque qui fait que cet enfant peut avoir une quantité de PFAS plus importante. Ces niveaux donc ne peuvent pas déterminer si l'exposition est associée à une maladie passée ou présente et ne peuvent pas prédire une maladie future, en tout cas liée spécifiquement à ce lait maternel. Les nourrissons peuvent également être exposés pendant la grossesse, on l'a vu, avec d'autres sources dans l'environnement. Donc, il y a aussi pas mal d'autres éléments qui en concluent. La conclusion, malgré tout, en tous les cas de cet article, est la suivante. Avec de nombreux avantages protecteurs pour la santé, le lait maternel continue d'être la nutrition idéale pour les nourrissons. Et dans presque toutes les circonstances, les centres de prévention et l'Académie américaine pédiatrique recommandent aux mères allaitantes de continuer à allaiter leur bébé malgré la présence potentielle de contaminants environnementaux. Celle-ci, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, elle a été publiée en début d'année. Elle est très intéressante parce que c'est une étude française qui a été faite par des gens qui sont aussi des référents pour nous autour de l'allaitement maternel. Et c'est un point sur les polluants présents effectivement dans ce lait maternel. C'est une étude exploratrice qui identifie les articles publiés entre 1995 et 2023. Donc du coup, il y a quand même eu pas mal d'articles qui sont sortis, qui ont permis de rédiger cette étude. Les principaux objectifs quand même de cette littérature étaient d'actualiser les origines de ces polluants et les mécanismes conduisant à leur transfert dans le lait maternel. Les résultats révèlent qu'en début des efforts mondiaux visant à réduire la contamination de l'environnement,
Les polluants, tels que le PCB et le DDT, continuent à être détectés dans les échantillons de lait maternel dans le monde entier. La présence de POP et de métaux lourds dans les préparations pour nourrissons et dans le lait maternel souligne la nécessité cruciale de mener d'autres études comparatives afin de mieux comprendre les impacts sur la santé de l'enfant. Même si le lait maternel reste la source nutritionnelle la plus bénéfique pour les nourrissons, la détection de ces substances met en évidence un problème environnemental plus large qui nécessite une politique combinant la santé publique, les sciences de l'environnement et la pratique clinique pour développer des stratégies efficaces de réduction de l'exposition aux polluants environnementaux. C'est ce qu'on appelle effectivement une seule santé, One Health, en tout cas le docteur Morin nous a parlé ce matin. Cette étude était intéressante, je voulais ramener, même si elle date quand même de quelques années, parce que c'est les années 2000. Je trouvais que c'était quand même intéressant de voir que même si effectivement ces PCB, ces dioxines sont présents dans le lait maternel, en tous les cas, cette étude a montré que le lait maternel neutralisait les effets néfastes de ces CBO dioxines. Et on s'est rendu compte qu'une exposition plus élevée au PCB provenant du lait maternel, on a constaté qu'à 18 mois, 42 mois et à 6 ans, un effet bénéfique était apporté sur la qualité des mouvements en termes de fluidité sur les tests de développement cognitif. Et puis une toute dernière étude avant de passer sur le côté un peu plus pratique, c'est celle amenée là dernièrement, elle a été publiée en janvier 2024 sur la présence du noir de carbone. Donc c'est une des premières études qui met en évidence la présence de particules de noir de carbone dans le lait maternel humain. Les charges de ce noir de carbone dans le lait est fortement et positivement corrélée, bien sûr, à l'exposition maternelle récente aux polluants de l'air ambiant. Ces résultats présentent un aperçu pionnier de nouvelles voies dans lesquelles les particules de pollution atmosphérique dérivées de la combustion peuvent pénétrer dans le système délicat du nourrisson. La conclusion reste malgré tout la même. Ce lait maternel est la source nutritionnelle recommandée pour les nourrissons en raison de sa composition complexe et de ses nombreux avantages. Voilà. Alors, je vous propose peut-être qu'on fasse un peu le point. Alors après, c'est toutes les choses qu'on a déjà vues sur les différentes interventions, le côté un petit peu plus pratique. Quelles sont les informations et les recommandations qu'on peut donner à ces femmes qui allaitent leur enfant? Parce que le but, c'est de ne pas rajouter ou de surajouter des polluants à cette femme qui en a déjà présent dans son lait maternel. Je vous ai quand même amené cette première diaporama. Je trouvais que c'était intéressant de vous ramener, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais c'est vrai que le professeur Stroum ce matin a parlé que c'était essentiel pour nous professionnels de se former. Alors on est d'accord qu'il y a des formations qui peuvent être faites avec des DU, des choses comme ça, mais qui demandent aussi parfois beaucoup de temps et d'être disponibles. L'avantage un petit peu des MOOC santé qui sont présentés par le Centre de pédagogie santé, c'est des formations gratuites, accessibles à tous, avec des thèmes vraiment très très différents. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu sur leur site, et il y en a un peu plus spécifique sur la prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et l'enfant. Donc c'est vraiment un mot qui concerne la période des 1000 premiers jours de la vie et de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, période où l'environnement aura une influence durable sur son développement et sa vie future. Il existe également, pour information, un mot intitulé « Allaitement, l'affaire de tous ». Donc c'est vraiment, moi, pour avoir été regarder toutes les deux, elles sont vraiment très intéressantes, des gens très pertinents, avec des études plutôt récentes qui sont amenées dans ces formations. Ça, c'était quand j'ai fait un petit peu mes recherches, les différents sites que j'ai pu trouver autour des informations, de la documentation, des recommandations qu'on peut avoir un petit peu, où vous pouvez trouver parfois un peu des livrets. Là, le but, on est d'accord, il y a des choses que vous allez trouver pour vous en tant que professionnel, mais c'est aussi parfois pouvoir orienter les parents auprès de ces différents sites pour qu'ils puissent aussi aller chercher de l'information et qu'ils puissent compléter un petit peu aussi leur rapport. Je vous propose peut-être qu'on en détaille un peu plus spécifiquement, parce que malgré tout, j'ai constaté aujourd'hui qu'il n'avait pas été cité. En tous les cas, c'est le fameux projet Femmes enceintes, environnement et santé, qui est porté par l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique
qui ont créé un livret. Alors, ils n'ont pas fait que des livrets, hein. Il y a aussi pas mal de choses, dont pas mal de recommandations en affiches, en flyers. Enfin, voilà, c'est très intéressant sur le site, n'hésitez pas à les regarder. Et ce livret s'appelle « Notre environnement, notre bébé, sa santé ». Alors, c'est plutôt très ludique. Vous voyez, c'est des images qui sont très colorées. Alors, je ne vous les ai pas tout à fait mis dans l'ordre, mais c'était aussi l'histoire de pouvoir reprendre un peu les recommandations que tout le monde a amenées aujourd'hui. Donc voilà, moi je vais peut-être finir de clôturer là-dessus, mais voilà, au niveau alimentation, hein, que ces femmes, le temps de la grossesse, voilà, éviter la préparer, qu'elles cuisinent elles-mêmes, on l'a dit. Le but c'est qu'elles prennent des fruits et légumes de saison, qu'elles puissent les laver, les éplucher, on va éviter les pesticides, on est d'accord. Et puis ce qui est aussi assez intéressant, c'est de pouvoir aussi varier la provenance des aliments. On se rend compte que selon certaines régions, parfois avec des sols plus pollués que d'autres, oui, c'est bien, on dit parfois qu'il faut manger les légumes du jardin. Mais quand vous êtes dans un environnement où c'est très pollué, est-ce que c'est judicieux? Là, du coup, ça va être aussi judicieux de peut-être aller chercher des fruits et légumes qui viennent d'autres endroits pour éviter justement parfois que l'exposition soit trop importante. On a parlé de l'eau, mais c'est aussi un point qui peut être intéressant, hein, de pouvoir aller regarder la qualité de l'eau à boire. Simplement, alors je vais être très rapide là-dessus, mais un point, ces femmes qui parfois après grossesse disent oh, je vais me mettre au régime, j'ai vraiment besoin de perdre beaucoup de poids. On est bien d'accord, hein, c'est ce que M. Spiro a dit tout à l'heure. Là, ça va être d'autant plus essentiel de proposer à ces femmes de perdre du poids pas trop vite, puisque ce poids perdu très vite, c'est aussi un déstockage très important de polluants, hein, qui sont dans ces cellules graisseuses, mais qui du coup vont passer beaucoup plus dans le lait maternel. Donc attention aussi à ce bébé vulnérable et à cette possibilité. Celle-ci, je vais passer rapidement parce que vous avez déjà eu les informations autour des poissons. Je rappellerai peut-être tout simplement les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, qui précise que pour toutes les femmes enceintes, allaitantes et pour les enfants de moins de 3 ans, on propose 2 portions de poissons par semaine, ce qui fait quand même pas plus de 150 grammes par semaine. Donc vous voyez que c'est quand même malgré tout pas des grosses portions, attention. Donc on l'a vu, hein, riche en oméga 3, essentiel. De limiter la consommation des poissons prédateurs sauvages, de limiter la consommation une fois tous les 2 mois des poissons plus d'eau douce, hein, fortement accumulateurs, hein, c'est toutes des choses. Et puis bien sûr, ces super prédateurs comme le requin, l'espadon et tout ça, c'est vraiment effectivement des poissons complètement à proscrire. En tous les cas, le temps de l'allaitement, c'est une certitude. Et puis on va aller varier les espèces et les origines, et bien sûr les modes d'approvisionnement, hein, sauvage, élevage, les lieux de pêche. Ne pas prendre toujours le même poisson pour ne pas aller cumuler, en tous les cas, les toxiques qui peuvent être présents. Là, pareil, je passe rapidement, hein, autour des ustensiles, on l'a vu, hein, le verre est essentiel, la fonte, l'inox, voilà. On va éviter tout ce qui est carton, plastique, voilà. Donc, j'en dis pas plus. Autour des cosmétiques, oui, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt ludique, hein, pour les femmes aussi qui vont lire ce petit livret. Voilà, ce qu'on peut limiter, ce qu'on va éviter. Donc on est d'accord que les colorations capillaires, le vernis à ongles, tout ça, hein, on l'a vu juste avant, c'est des choses essentielles à enlever. Mais on va aussi limiter et on va proposer à cette femme d'aller chercher plutôt des produits qui sont, on l'a vu, avec pourquoi pas le plus naturel possible, avec des labels, ça c'est intéressant, mais surtout avec une liste d'ingrédients très très court. Ça c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas hésiter à leur proposer d'aller voir selon un peu si ils peuvent le faire ou pas. Pour l'enfant c'est la même chose, hein. Il n'y a rien de tel que du savon et de l'eau pour nettoyer cet enfant, et que tout le reste c'est que gadgets et polluants, perturbateurs, toutes ces choses qui ne sont pas très intéressantes. Au niveau de l'air intérieur, on propose aux femmes enceintes de ne pas participer aux travaux, hein, d'aménagement, de bricolage, et on attend au minimum 3 mois pour s'installer dans une chambre faite en aérant régulièrement, voilà, pendant cette période. Ça, c'est des points aussi qui sont importants pour ne pas aller cumuler trop de polluants pour ces femmes qui sont quand même dans une période de vulnérabilité. On va vérifier chaque année les appareils à combustion, hein, on l'a vu, ça c'est aussi une chose importante. Et puis bien sûr, aérer matin et soir. C'est des choses qu'on fait plus facilement maintenant dans nos quotidiens, mais on est bien d'accord que pour ces femmes-là, en tous les cas pour ces familles, ça a encore plus de sens. Pour cette femme qui attend cet enfant, mais aussi pour cette femme qui va allaiter son bébé. On reste vigilant également autour du tabac, hein, la grossesse. Ça, c'est aussi des points
voilà, à rediscuter avec cette femme, on est d'accord, mais aussi qu'elle puisse être vigilante aux gens qui sont autour d'elle. Les produits, on n'en reparle pas non plus, hein. Plus ils sont simples, mieux ce sera aussi pour cette femme. Le vinaigre, voilà, hein, on voit bien le savon noir, le bicarbonate de soude, enfin voilà, revenons à des choses de base qui marchent tout aussi bien. Alors, pour clôturer peut-être mon exposition, au final, quelle est privilégiée, hein. J'aurais déjà tendance à vous dire que c'est avant tout un choix de parents, et c'est de pouvoir les accompagner en tant que tels, on est bien d'accord. Même si les polluants sont présents dans le lait maternel, l'alternative que constituent les formules artificielles pose le risque d'exposition à des substances neurotoxiques telles que les métaux lourds ou autres polluants lymphophiles. L'utilisation des farines animales dans l'alimentation des bovins pour augmenter la production lactée et la teneur en lait en DHA, EPA et en acide linoïque majeure respectivement la teneur en mercure liée aux farines et aux huiles de poisson, comme celle du plomb via les sels minéraux ajoutés. Les concentrations élevées en métaux toxiques, arsenic, cadmium, cuivre, hein, tous ceux qu'on a parlé, le mercure, le plomb, hein, sont retrouvés dans l'air à proximité d'usines pétrochimiques et métallurgiques, avec des concentrations élevées de cadmium et de plomb qui ont été mesurées aussi dans le lait des vaches qui sont autour de ces centres de fabrication de lait infantile. À ces contaminants, il faut ajouter bien sûr le risque lié à l'eau, on ne l'oublie pas malgré tout, voilà, pour pouvoir en tous les cas restituer ces biberons. Et puis bien sûr, on l'a vu, hein, dans quoi on va donner ce lait, si c'est un biberon en plastique ou en verre, les textures des tétines et toutes ces choses. Donc vous l'aurez bien compris que le lait de femme reste quand même la meilleure alternative et la promotion de sa prolongation limite d'exposition de nombreux toxiques. Je voulais peut-être simplement emmener, parce que c'est des choses malgré tout qu'on entend moins parler, et je suis toujours très surpris de voir qu'on a des fois du mal à y mettre, en tous les cas ce sens-là, de savoir que la classification NOVA arrange quand même les préparations pour nourrissons dans les aliments ultra transformés. Là, je vous ai mis en lien une des dernières études que j'ai trouvées sur les effets néfastes des aliments ultra transformés, hein. Et on sait bien que le risque il est plus élevé dès l'instant où on a aussi des aliments ultra transformés. On parle de en tous les cas, cette période très vulnérable pour l'enfant, qui a beaucoup d'immaturité. Et pourtant, quand on fait le choix de donner des préparations pour nourrissons, c'est quand même cet enfant qui va recevoir un aliment ultra transformé pendant 6 mois sans rien d'autre. Donc c'est vrai qu'il faut que ça nous interpelle aussi sur ce côté-là. Le lait maternel reste la source de nutrition pour le nouveau-né. Il a été démontré qu'il procure des avantages nutritionnels, immunologiques, métaboliques, organiques et neurologiques. Il contient les anticorps spécifiques pour protéger cet enfant, les lipides bénéfiques pour la maturation cérébrale et un risque réduit d'obésité chez l'enfant. Pour toutes ces raisons, le lait maternel est supérieur au lait maternisé, ce qu'on appelle le lait industriel, en termes de bienfaits pour la santé de l'enfant. Cependant, en tant que fluide biologique complexe, il est constitué non seulement de constituants nutritionnels, mais contient également des contaminants environnementaux. De ce point de vue, effectivement, le lait maternel peut présenter un risque. Le véritable défi ne consiste pas seulement à évaluer dans quelle mesure le lait artificiel est également contaminé et à comprendre aussi les implications à long terme sur la santé de ces contaminants dans le lait maternel et des préparations. Et voilà, c'était aussi pour tout simplement terminer sur le titre que je vous disais tout à l'heure que j'ai choisi autour de le sain, c'est sain, pour vous dire que dernièrement, là, dans les études, donc on a mis en évidence que même si l'apport du lait maternel dans un biberon de lait maternel tiré est supérieur aux préparations pour nourrissons, l'allaitement direct au sein est associé à un taux d'asthme plus faible, une probabilité plus élevée de présence dans la bifidobactérium bénéfique et potentiellement une meilleure autorégulation du nourrisson en matière d'énergie, protégeant ainsi contre l'obésité. Je vous ai mis une bibliographie, ça sera accessible, n'hésitez pas, je vous ai mis directement les liens pour que vous puissiez aller les voir si besoin. Je vous remercie. Donc la maman n'est pas encore un filtre complètement complet pour une alimentation safe du bébé, mais reste effectivement tellement bénéfique sur plein d'autres points. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci.
Oui, alors moi je suis Anne Perrin, je suis médecin généraliste. Oui. Voilà. Et ma question c'est, est-ce qu'on a la possibilité de faire un dosage des polluants dans le lait maternel? Est-ce que ça se prescrit? Pour voir éventuellement l'impact du changement des habitudes pour motiver la femme. Je sais pas, je me dis que ça peut avoir un intérêt. Après, qu'est-ce que ça va lui apporter? Moi, la grande difficulté là, que j'aurais tendance à vous dire, c'est qu'à part la folie un peu plus, c'est tout ce que ça va faire. Je vous en prie. Écoutez, je suis désolé de reprendre la parole, mais j'ai une expérience vécue là-dessus. Pour l'URML OI, La Réunion, il y a 3 ans ou il y a 4 ans, je ne me souviens plus, j'ai fait doser 15 laits maternels. Sur les 15 laits maternels, il y avait les 15 laits qui avaient dioxine et PCB au-delà de la dose toxique. Les 15. Sur les 15, il y en avait 12 de mémoire qui avaient du plomb supérieur à la dose toxique. Et il y en avait 2 ou 3 qui avaient un peu de bisphénol A. Alors se pose la question là vraiment, et moi je me la suis posée, et je l'ai posée aussi au bureau de l'URML, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là on est sûr, quoi que vous ayez dit dans votre dernière slide et que j'ai bien apprécié, on est sûr de toute manière que l'effet péjoratif des dioxines et PCB est supérieur à l'effet positif du lait maternel. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils ont été perfusés par les mêmes produits pendant les 9 mois dans le ventre de leur mère. Et après, si on les laisse pendant 2 ans avec ce lait-là, à quoi on joue? Donc se pose non pas la question de mettre en cause l'allaitement maternel, mais de se dire jusqu'à quel point ça vaut le coup de continuer. Est-ce qu'on arrête au bout de 3 mois? Est-ce qu'on arrête au bout de 6 mois? Ou est-ce qu'on laisse faire Dame Nature jusqu'à 2 ou 3 ans? C'est une vraie question de fond, et je pense qu'on doit passer par là. Sinon, on n'a pas notre rôle de médecin. Parce que là, on met en risque, et un risque lourd. Et ces enfants-là, eh bien, ils ne vont pas être suivis au long cours dans leur évolution pendant 20 ans. Et quand ils vont nous faire un cancer, des malformations, des trucs, des machins, pas des malformations, mais d'autres pathologies, on ne va pas le savoir, on ne va pas du tout faire le lien entre l'élément causal. Donc ça pose la première question. Donc est-ce que dans ces cas-là, on n'a pas besoin? Mais pour ça, il faut, ce que dit la consoeur, c'est qu'il faut faire les dosages. Ouais. Ça coûte la peau des fesses. Je peux me permettre déjà de répondre juste à cette première partie que vous amenez. Par rapport, il y a quand même pas mal d'études qui montrent. Alors, je suis d'accord avec vous, on est quand même... Actuellement, on se rend compte que ce lait maternel, quand même, ça reste un liquide vivant, qu'il y a beaucoup de choses qu'on est incapable d'expliquer et qui peut-être pourraient quand même réduire certains, voilà, en tous les cas, risques qu'on peut découvrir autrement. Ça, c'est une certitude. Les PCB et dioxines, qui sont parfois très élevés dans les maternelles, au bout du compte, la première question que vous vous posiez, c'est est-ce qu'il faut que du coup il soit allaité que 3 mois, 6 mois ou 1 an? Et en fait, on se rend compte par contre par rapport à ces PCB dioxines que plus l'allaitement maternel est sur un long cours et plus ces taux-là, en tous les cas, diminuent auprès de l'enfant. En tout cas, ponctuellement, c'est les choses qu'on retrouve dans les études. Je ne vous dis pas que c'est partout pareil, on est bien d'accord. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des régions où il y a des polluants très présents ou pas. Je vous donne simplement l'exemple de Lyon, où il y a eu pas mal de pollution, où justement beaucoup de femmes se sont posées des questions. Mais est-ce que c'est judicieux? Parce qu'il y avait pas mal, voilà, je ne sais plus exactement ce qu'il en était, mais ils se sont posé la question, est-ce que c'est judicieux d'allaiter l'enfant ou pas? Donc il y a eu quand même effectivement des prélèvements dans le lait maternel qui ont été faits pour voir ce qu'il en était ou pas. Et on a plutôt donné d'autres informations pour qu'il y ait moins de polluants sur d'autres choses, pour quand même garder ça dans... On est toujours dans le doute de se dire, mais est-ce que ce lait maternel quand même ne pourrait pas amener quand même des avantages là-dessus? Je ne vous dis pas que c'est tout blanc ou tout noir, et je suis d'accord avec vous, je pense que chacun a aussi un côté, de se dire est-ce que c'est judicieux ou pas, et selon où on habite aussi. Ouais, vos arguments sont intéressants, cela dit. J'ai encore jamais lu de publication qui montre que les antioxydants, par exemple, dans le lait, sont suffisants pour combattre, etc. Donc, je pense que là, on est sur le fil du rasoir. Et juste dans l'environnement socio-anthropologique, pourquoi l'OMS, en 2018, a encore fait une publication par le biais de Van der Berg, la même que tout à l'heure, là, vous avez vu, et en disant qu'il faut allaiter. Pourquoi? Parce que même en France, qui est-ce qui peut se payer du lait maternisé bio? Vous voyez ce que je veux dire? L'impact socio-anthropologique, il est fondamental, là. Parce qu'on pourrait essayer de se dire, oui, on va faire du lait maternisé bio, on va calculer, etc., etc. Oui, bien sûr, ça existe déjà, mais bon, qui est-ce qui va pouvoir se payer ça? Personne. Donc, si vous voulez, socialement, ce n'est pas soutenable.
Mais ces questions de durée de l'allaitement, à mon avis, de mon côté, sur des cas comme ça, je ne dépasserai pas les 3 mois, hein, parce que on sait les effets de dioxine PCB, c'est une vraie catastrophe, hein, et c'est jouer un petit peu à l'apprenti sorcier. Donc c'est là où vraiment on est comme un funambule sur un fil, mais pas avec un bâton de 12 mètres, mais on a une règle de 40 cm là, pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors, tant qu'on n'ose pas, effectivement, d'ailleurs, les femmes qui avaient donné le nez, elles n'ont pas eu les résultats. Tout à fait. Mais là, actuellement, chez nous, en tous les cas, ponctuellement comme ça, d'aller... Enfin, voilà, moi, je me vois bien comment ça se passe avec des femmes. Si à un moment donné, on va aller regarder ce qu'il y a comme polluant dans leur lait maternel, on dit, bah oui, il y a tout ça. Ah bah oui, bah, peut-être que non. Parce que malgré tout, bah, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Je suis d'accord qu'il y a certaines régions ou certains endroits où réellement on va se poser les questions de se dire est-ce que c'est judicieux ou pas. Et je pense que dans l'avenir, c'est là-dessus que les études vont être beaucoup plus menées. Et je trouve que ça va être intéressant justement d'être encore plus objectif par rapport à tout ça. Parce que pour l'instant, on n'a encore rien de réel. Et même là, jusqu'en fin 2024, où la dernière étude là, de Raphaël Serrault, elle est quand même très intéressante, où il dit non, pour l'instant, on n'a rien qui nous prouve que ce lait maternel n'est pas... Enfin, en tous les cas, que ce lait maternel, pour l'instant, pourrait encore avoir plus de bénéfices que ces produits commerciaux. Juste une dernière fois, non, mais ce qui est intéressant comme dans notre discussion, c'est que là, on se base sur le lait, vous comme moi, sur le lait maternel et ce que ça contient. Mais quid du dioxine et PCB les mêmes pendant la grossesse, l'impact sur la... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que à partir du moment où on parcellise, on peut trouver des solutions qui nous arrangent. Mais ce qui n'est déjà pas arrangeant, c'est que cet enfant-là, il a été perfusé dans le sang, par le sang de sa mère, parce que ça passe le placenta, et aussi dans le liquide amniotique, par ces mêmes molécules. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on manque encore de vision globale. ONELS, c'est la vision globale. Tout à fait, voilà. Mais je pense qu'il faut rester pour l'instant quand même sur les recommandations qui sont internationales, qui nous disent malgré tout que pour l'instant, dans tous les cas, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont être nécessaires pour voir un peu ce qu'il en est. Mais le but, n'oublions pas quand même que on met beaucoup, en tous les cas, l'accent sur ce lait maternel en disant attention, on a de plus en plus de catastrophes naturelles partout. Et le jour où on ne pourra pas préparer un biberon à base de préparation pour nourrissons parce qu'on n'aura pas d'eau potable et qu'on n'aura pas de lait à disposition, parce que rêvons pas, même si nous sommes dans des pays riches, il y a des moments où nous serons touchés par ça. Je donne simplement l'exemple quand il y a eu des tremblements de terre en Italie, où d'un coup ils sont trouvés sans électricité, sans rien, sans eau potable et autres, et que ça a été une catastrophe justement pour ces bébés qui étaient non allaités. Donc je pense aussi que ça fait aussi partie de la survie de l'espèce et que je suis d'accord avec vous, il y a tout à voir. Et je pense après qu'on a chacun nos spécificités, on est bien d'accord, et là c'est le but aussi. Mais c'est pour ça que du coup il y a des études, en tous les cas sur l'impact de la santé de ces enfants, qui pourraient être très intéressants à l'avenir. Mais là, par contre, c'est pas moi qui les ferai. Débat très intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci Madame Garnier. Merci à vous.